et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Et dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons proposer des éclairages sur les deux questions mises au programme de l'agrégation externe d'histoire pour l'année 2025, une question d'histoire moderne consacrée au pouvoir et aux sociétés rurales, une question d'histoire contemporaine sur vivre à la campagne. Pour le faire, j'ai le grand plaisir d'être avec Jean-Marc Morisseau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à l'Université de Caen, vous êtes un grand spécialiste d'histoire rurale, président de l'association d'histoire des sociétés rurales. Vous avez vraiment contribué à redynamiser ce champ depuis maintenant des décennies avec des ouvrages dont on reparlera qui sont très importants, notamment la trilogie récente La mémoire des croquants, La mémoire des paysans, La mémoire des gens de la terre qui s'étend du XVe siècle à 1914, qui sont pour les deux premiers en poche en édition texto. Et du coup, je suis ravi de discuter avec vous de ces deux programmes. Alors d'abord, j'imagine que vous êtes assez content de voir l'attention donnée à l'histoire rurale pour la formation des futurs enseignants. C'est une bonne surprise qui, en fait, reconnaît l'action de toute une équipe. Parce qu'avec moi, il y a une équipe très large d'historiens qui œuvrent au renouvellement de l'histoire des sociétés rurales depuis 1993 et qui a déjà été saluée en 1999-2000 par une question d'histoire moderne au concours sur la terre et les paysans. Beaucoup dont je fais partie s'en souviennent, pas toujours de manière facile parce que c'était parfois rude de se confronter au type de charrue en Écosse, etc. Mais c'était très formateur. Et d'autre part, en histoire contemporaine aussi, en 2003, il y a eu, 2003-2004, un thème qui portait sur les campagnes européennes de 1830 à la fin des années 1920. Donc c'est en fait la troisième fois que les jurys d'agrég mettent l'histoire rurale au programme, mais c'est la première fois de toute son histoire, depuis le 19e siècle, que deux questions d'histoire rurale sont mises ensemble au concours, à la fois en moderne et en contemporaine. Ouais, je signale au passage qu'une partie des livres qui étaient parus en 2000, 2003, 2004 pour ces questions peuvent rester utiles, notamment je pense à des recueils de documents qui étaient parus. Il y a toute une biblio, évidemment, qui a été renouvelée depuis, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont très très solides, qui étaient parues à l'époque. Alors, on va essayer de diviser la discussion en deux, même s'il y a évidemment beaucoup de choses transversales, en commençant par la période consacrée, par la question consacrée à l'histoire moderne. Et peut-être une première question sur la chronologie. 1634-1814, une période longue. Le jury l'explique dans une lettre de cadrage. On rappelle évidemment aux candidates et aux candidats qu'il faut absolument lire les lettres de cadrage. C'est important pour vraiment s'imprégner un petit peu des orientations prévues par le jury. Mais on peut peut-être en dire un mot. Comment vous comprenez ces deux dates et quels enjeux ça présente ? Alors, il y a deux perspectives qui permettent de rendre intelligible ce découpage. La première perspective, c'est de vouloir enjamber la Révolution française et considérer qu'une grande partie des rapports entre l'homme et la terre, et entre le pouvoir et les hommes des campagnes, se sont perpétués, évidemment, qu'ils ont évolué, mais qu'il faut les prendre en considération sur la longue durée. D'où le XVIIe, le XVIIIe et le début du XIXe siècle. Maintenant, l'architecture est beaucoup plus précise. 1634, 1814. Alors 1634, la date peut vraiment se discuter, elle est très institutionnelle et théorique, puisque l'envoi de deux intendants en province par Louis XIII n'est pas général, et il s'agit simplement de préparer la guerre de 30 ans. La véritable césure, c'est 1635, effectivement, avec l'entrée de la France dans la guerre de 30 ans. Ce qu'on a appelé le tour de vis fiscal. Oui, exactement. Et pas que, puisque c'est également le passage des gens de guerre et pour quand même 4 ou 5 régions du royaume, un état de désorganisation générale. D'autre part, 1814 se comprend davantage avec finalement la fin vraiment du Premier Empire et puis l'arrivée des troupes étrangères. Simplement, la deuxième perspective dont je voulais évoquer l'intérêt, c'est que c'est une histoire institutionnelle et politique qui là prend le devant. Et en histoire moderne, il y a ce va-et-vient entre ce découpage institutionnel et politique d'un côté qui vient d'en haut, et d'un autre côté, les réactions et le positionnement des sociétés rurales dans leur diversité est vu d'en bas. Et c'est ce va-et-vient entre ce prisme institutionnel et politique théorique, bien entendu, et surtout cette masse sociale extrêmement variée,
et majoritaire, évidemment très majoritaire, du monde rural, qui est au centre de la question. Alors il faut ajouter, bien sûr, vous avez commencé à le dire, que le fait d'inclure la Révolution française pour un sujet intitulé Pouvoir et société rurale, c'est fondamental parce que ça transforme de fond en comble la nature des relations de pouvoir au village, dans les campagnes. C'est la fin d'un certain type de domination seigneuriale. Il y a encore des choses qui peuvent persister, il y a des notables qui vont se réinventer plus tard, mais malgré tout, il y a quand même des changements fondamentaux. Oui, la fin de l'Ancien Régime veut dire quand même quelque chose, même si au début du 19e siècle, pendant longtemps, on a peur au retour à cet Ancien Régime. Il faut bien voir que les choses ne deviennent en quelque sorte plus sereines qu'à partir du milieu du 19e siècle. Mais effectivement, il y a un grand basculement, un basculement qui est attendu, qui a été orchestré d'ailleurs dans le cadre de l'esprit public et de la contestation sociale en 1788-1789 et duquel on doit tenir absolument compte puisque ça change les règles du jeu dans les rapports de pouvoir, dans les campagnes, et là on est vraiment au centre de notre question. Si on devait conseiller peut-être un ouvrage ou un chapitre d'ouvrage synthétique sur la période justement révolutionnaire dans les campagnes, c'est pas évident. Je sais qu'il y a les travaux de Jean-Pierre Gessen qui ont été marquants sur le pouvoir au village et révolution en Artois. Alors, effectivement, pour la Révolution, il faudrait revenir au programme de 2003. Il y a eu des manuels qui ont été faits. Je pense à un de Michel Biard avec Serge Bianchi et Jean Jacquard sur le monde rural pendant la Révolution française, qui me paraît toujours utile. Je cite évidemment le fait que la thèse de Laurent Brassard, parmi bien d'autres thèses, comme il est membre du jury, peut être évidemment utile. Elle porte sur le gouverner local en révolution, sur les pouvoirs et les mouvements collectifs dans l'Aisne de 1790 à 1795, et on parlait de Gessen, effectivement, sur la question de la fermocratie, du pouvoir au village, également des campagnes en général, en prenant compte, évidemment, le fait que Jean-Pierre Gessen, comme Laurent Brassard, sont des hommes du Nord, et donc on a une vision septentrionale qui est extrêmement intéressante, mais l'historien ruraliste que je suis est extrêmement attaché également aux sociétés du Midi, mais également de montagne, de l'Ouest, du Centre, et donc il faudrait être plus varié. C'est pour ça que je remettrai en piste, pour la Révolution et le début du XIXe siècle, un livre qui est très bien fait, qui me semble toujours utile, l'histoire des paysans français du XVIIe siècle, à nos jours, paru chez Horvat en 1976, sous la direction de Jean-Paul Houssel, qui donne un éclairage qui nous change un peu du nord de la France, puisque c'est des historiens lyonnais ou du centre de la France qui ont travaillé dessus. Il est encore extrêmement utilisable. Je précise au passage que vous avez établi une bibliographie préliminaire, on va dire de 2 pages, mais déjà très très conséquente, qu'on mettra en ligne sur le site de Parole d'Histoire, que vous pourrez consulter. Alors cette question nord-sud, elle invite aussi à interroger la délimitation spatiale du programme, colonies françaises incluses, même avec une réserve qui consiste à dire que la question de la traite négrière n'est pas centrale pour un sujet d'histoire rurale, mais malgré tout, les colonies sont incluses, donc ça veut dire que là, il y a un décloisonnement géographique dont il faut tenir compte et qui correspond aussi à des renouvellements historiographiques qui ont étudié notamment les Antilles, pour comprendre ce qui s'y passe du point de vue rural. Oui, on pense aux ouvrages de Frédéric Régent, par exemple. Ceci étant, il faut bien voir que c'est beaucoup plus l'impact, finalement, de la métropole sur l'organisation territoriale et économique des colonies qui est envisagée ici, et les relations, évidemment, entre colons et colonisés, qu'une histoire interne de ces colonies qui ne représente quand même que 2 à 3% de la population générale. Il faut bien voir de la France de l'époque, et donc le jury l'a bien indiqué, la diversité métropolitaine est telle, il faut bien voir qu'il n'y a pas 20, mais 50 paysanneries contrastées, pour plagier un mot célèbre de Pierre Goubert. Il y a 40 à 50 provinces et pays qui ont chacun évidemment leur spécificité. En France métropolitaine, 97% de la population, le jury y est sensible, c'est quand même là l'essentiel.
Un enjeu important pour la préparation, me semble-t-il, ça arrive très vite dans la lettre de cadrage, au 3e paragraphe. Il y a un paragraphe assez fascinant parce que c'est presque une énumération de noms et de types d'individus et de statuts. On a donc l'intendant, le subdélégué, le procureur général syndic, le représentant en mission, le commissaire du directoire, mais aussi le marguillier, les bacheliers, la milice d'autodéfense, les gardes-côtes, la garde nationale, les sergents, huissiers, notaires, fermiers, dédimes, agents de la ferme générale, etc. On a cette énumération vertigineuse qui fait penser que l'enjeu du vocabulaire sera fondamental pour approcher en plus des sociétés que tous les étudiants et les étudiantes ne connaissent pas forcément bien, ils sont urbains pour la plupart, et du coup comment on s'approprie ce vocabulaire très spécifique, très précis, notamment du monde rural de l'Ancien Régime? Peut-être en regardant les sources. Personnellement, j'ai travaillé beaucoup en cherchant à retrouver les témoignages directs, d'abord des croquants, puis des paysans et des gens de la terre. Et là, la variété du vocabulaire, la différenciation des hiérarchies sociales, l'importance du rural et de l'agricole dans le rural éclate. Et effectivement, rappelons quand même que dans ces sociétés-là, je dirais, il y a 4 grandes frontières. Il y a les laboureurs qui ont des charrues et qui correspondent à la culture attelée, qui sont les dominants. Il y a une masse de petits laboureurs à part de charrues ou même sans charrues. Et puis il y a en dessous les simples brassiers journaliers qui forment un prolétariat agricole qui possède quand même quelquefois des maisons de la terre, etc. Et au-delà de ces 3 grandes catégories, qui constituent à elles seules 60 à 70% de la population, c'est quand même important, il y a évidemment tous les services, l'artisanat et le commerce qui ont des liens très très importants également avec le monde rural. Donc je pense qu'il faut être sensible à ces 2 types de hiérarchie, rural, agricole, et dans l'agricole, une tripartition au moins, et avec des variantes effectivement régionales importantes. C'est là l'intérêt du programme. Alors attention, quand on regarde la lettre de cadrage du jury, à ne pas effrayer, je dirais, les étudiants, parce que je suis à peu près sûr que les conseillers d'arrondissement, les conseillers de département, les sous-préfets même, les préfets, les intendants eux-mêmes ont eu rarement les pieds dans la terre. Et donc c'est un peu théorique, c'est de bonne guerre quand on présente des lettres de cadrage, d'agrégation, de voire très larges, de ne pas toujours d'ailleurs montrer les différences qu'il peut y avoir. Je pense que le pouvoir, quand même dans les campagnes, ce sont d'abord les receveurs de seigneuries, les fermiers généraux, les syndics, quand il y en a. Dans le Midi, on a des pouvoirs importants au sein des consuls et des communautés rurales. Évidemment, tous les agents seigneuriaux, ça va de soi. Les représentants de l'Église également, locaux, c'est-à-dire les curés d'abord, qui étaient chargés d'âmes et qui avaient souvent une partie des dîmes. Et puis, ensuite, indirectement, les pouvoirs intermédiaires et les pouvoirs centraux qui interviennent surtout pour avoir connaissance du terrain institutionnel et en même temps des équilibres de force qu'il y a entre la ville et la campagne. Donc je pense qu'il faut distinguer bien les 2 choses. Oui, alors ça c'est vraiment un des enjeux interprétatifs, à mon avis, clés du programme. Dès le 2e paragraphe, il est dit « Le programme inclut toutes les formes de pouvoir dans et hors les campagnes, s'exerçant sur les ruraux ». Et ce dans et hors les campagnes, c'est un point d'articulation, c'est celui que vous venez de dire. C'est aussi bien le pouvoir lointain, le pouvoir suprême, le pouvoir du roi, puis voilà, la révolution de l'empereur, que le pouvoir le plus local à l'échelle du village. Donc il y a une question d'échelle aussi dans la manière d'envisager le programme. Bien entendu, mais avec une unité profonde, c'est-à-dire les répercussions sur place. C'est pas de Versailles, c'est pas de Paris, que l'on doit étudier l'évolution des pouvoirs à la campagne de l'époque de Richelieu jusqu'à la chute de Napoléon Ier, mais c'est sur place, dans les campagnes elles-mêmes. Alors effectivement, le pouvoir du roi, notamment marqué par la fiscalité, qui est extrêmement importante et de plus en plus lourde dès le début du programme, puis ensuite par les conscriptions militaires, il joue un rôle très important. Simplement, il faut voir qui l'assure sur place quotidiennement, quels sont les agents du pouvoir qui sont au contact immédiat des populations rurales. C'est tout aussi important, sinon plus.
Alors, parmi les gens qui ont du pouvoir, il y en a qui ont du pouvoir en raison vraiment de leur statut juridique. Ils sont chargés d'exercer un pouvoir. Puis il y a des gens qui ont du pouvoir, non pas parce qu'on les a nommés ou placés à un poste, mais simplement parce qu'ils ont une influence. Il y a certains meuniers ou notaires ou certains riches laboureurs qu'on surnomme des coqs de village qui ont beau ne pas avoir parfois de statut très précis pour exercer une autorité, mais qui pourtant ont une influence. Donc il y a ces deux dimensions à l'échelle locale. Tout à fait. Il y a le pouvoir institutionnel aussi, local, qui peut être important ou factuel, simplement, et il y a le pouvoir réel. Et le hasard fait que, justement, je suis en train de rendre un ouvrage sur ce pouvoir au village exercé par un receveur de seigneurie qui, lui, s'appelait Nicolas de la Cour. Alors, qu'est-ce que c'est un receveur de seigneurie ? Alors, c'est quelqu'un qui, au nom donc d'un seigneur, évidemment, là, c'était le baron de Maffliers, en l'occurrence, perçoit tous ses revenus. À commencer, évidemment, par les droits seigneuriaux, mais également Champart, quand il y en a, les droits de mutation, les lots et ventes, qui s'assurent également de leur recouvrement régulièrement et de leur perception, et puis qui souvent est le principal exploitant du village parce que le seigneur dispose d'une réserve seigneuriale, un domaine dont l'essentiel, pas la totalité, mais l'essentiel, et notamment les terres labourables, sont confiées à bail à ce receveur de seigneurie. Donc on voit déjà son importance. Mais ce personnage que j'étudie, qui s'appelle Nicolas de la Cour, doit son pouvoir surtout à la gestion financière du crédit hypothécaire qu'il émet autour de son village auprès des gens et des voisins qui ne payent pas leur cens, leur champart, leurs avenages, leurs droits seigneuriaux, qui sont endettés et donc auxquels ils prêtent de l'argent contre finalement des hypothèques sur des terres et des jardins fruitiers en particulier. Et c'est là la base de son pouvoir et de sa fortune. Et donc c'est assez intéressant parce qu'on voit un personnage dont localement le pouvoir se maintient pendant un demi-siècle, pendant 50 ans, grâce à ce réseau de banques, en quelque sorte, de crédit foncier, de crédit rural à base hypothécaire, dans lequel il en sert la moitié, si ce n'est les 2 tiers, des habitants de son village. Qui dit pouvoir dit souvent conflit. Alors sur quoi portent les conflits autour de cette période ? On pense notamment aux conflits autour de la fiscalité et des prélèvements, puis aussi aux conflits en lien avec la question des communaux, la question de la répartition des terres et des biens à l'échelle du village. Bien entendu. Alors il y a plusieurs types de conflits. Le conflit à l'égard des communaux, il est traditionnel. Il existe depuis l'époque médiévale. Simplement, il est clair que à partir du milieu du XVIIe siècle, il prend une importance plus grande. Alors peut-être expliquons ce que c'est, parce que tout le monde n'a pas encore défriché le programme. Bien sûr. Les communaux, pour faire simple, c'est à peu près 10% du territoire de la France, correspondant souvent à des mauvais pâturages, à des landes, à des garrigues, mais quelquefois à des taillis, des zones qui sont quelquefois des zones de montagne également, qui peuvent être des terrains d'estivage. Donc en général, ce sont des territoires qui servent au pacage des bêtes. C'est très important puisque la vache du pauvre, elle assure notamment la subsistance d'une grande partie des ruraux. Et ces communaux, ils sont jalousement conservés dans le cadre des villages et des communautés villageoises, des communautés d'habitants, comme on disait, depuis le XIIIe et le XIVe siècle. C'est ce qui permet d'ailleurs souvent la cohésion, c'est le fait qu'il y ait une complémentarité du terroir à l'échelle locale et que même le plus pauvre peut amener parfois son animal à la pâture commune. Voilà. Avec bien des modalités différentes selon les régions. Je parle de la vache du pauvre, c'est très important, mais ça peut être quelquefois les moutons du pauvre, ou bien les porcs également. Pendant la première période de notre découpage, les forêts sont encore largement ouvertes à la jante porcine, comme on disait, au cochon, mais la vache est quand même le plus important. Ceci étant, ces communaux, ils sont frappés de dettes et par la fiscalité, avec les droits de franc-fief, avec des taxes sur les usages, par Louis XIII, justement au début de notre période. Donc la fiscalité embraye en quelque sorte les difficultés
à l'égard de la gestion des communaux avec la pesée de l'État. Ça, c'est très important. Et puis, il y a un deuxième élément, c'est l'individualisme agraire que Marc Bloch avait déjà bien deviné en 1931. Cet individualisme agraire s'exerce dans le cadre d'abord des marchands et des laboureurs et des fermiers à partir du début du XVIIe siècle, qui cherchent évidemment à exproprier une grande partie des usages à leur profit personnel. Et cela crée des tensions très fortes, évidemment, au XVIIe et effectivement au XVIIIe siècle également. Enfin, il y a un troisième élément, qui est le capitalisme agricole. Le capitalisme agricole se développe dans beaucoup de régions, pas dans toutes, mais dans beaucoup, à la faveur du développement des échanges entre régions, ou bien avec quelques grands centres comme Lyon et Paris, à la fin du XVIIe et tout au long du XVIIIe siècle. Alors se met en place une élite agricole, une élite rurale, qui souvent conteste les droits des petits, qui souvent rafle les baux, c'est-à-dire les locations, les petites et les moyennes locations, et lamine les catégories moyennes de la société rurale qui était majoritaire au début de notre programme. En 1634, les laboureurs moyens sont très majoritaires, c'est-à-dire des laboureurs à une charrue avec 2 chevaux. En 1789 et en 1814, ces laboureurs ont 2 charrues ou 3 charrues, voire davantage, et les laboureurs ordinaires se sont réduits en peau de chagrin. Et il y a une véritable crise agricole qui s'est ainsi établie. Alors il y a aussi des révoltes dans cette France d'Ancien Régime, des révoltes très importantes en particulier au XVIIe siècle, des révoltes qui ont été étudiées notamment par Jean Nicolas, mais il y a eu des renouvellements historiographiques depuis. Est-ce qu'on peut en dire un mot ? Alors oui, il faut bien voir que les révoltes sont surtout des révoltes antifiscales au XVIIe siècle, dans d'ailleurs le prolongement des révoltes du XVIe siècle jusqu'à l'époque de Louis XIV. Et si on cite les nu-pieds, par exemple, les croquants, les tares avisés, etc., les lustucrus, bon, on a une grande variété, bien connue depuis notamment Yves-Marie Bercé, qu'on peut rappeler également, de ces révoltes paysannes. En revanche, la fiscalité est relativement bien établie au XVIIIe siècle. Les révoltes prennent des tournures beaucoup plus différenciées, beaucoup plus localisées au XVIIIe siècle et beaucoup plus économiques également, avec notamment les fameuses grèves de moissonneurs, les bacchanales de moisson, à partir de 1740 et surtout 1760-70, dans l'équivalent de 5 ou 6 de nos départements du nord du bassin parisien, avec aussi la guerre des farines, en 1775, qui voit la lutte des petits contre les gros, alors que les prix du grain augmentent. On a une sorte de répétition à l'avance de la Révolution française, avec la taxation des prix du grain, les visites domiciliaires chez les meuniers et chez les gros fermiers, pour acheter à bas prix, ou à un prix raisonnable en tout cas, le prix du grain qui, rappelons-le, constitue finalement l'étalon alimentaire important, essentiel de cette époque. Donc là, on voit effectivement des formes beaucoup plus modernes. Et puis, on a des formes également antiseigneuriales, antiféodales, qui se mettent en place souvent localement, et qui, à l'époque de la Grande Peur et pendant les premières années de la Révolution française, culmine évidemment, puisque c'est l'occasion ou jamais d'en finir avec la pesée, notamment économique d'abord, et ensuite humaine et institutionnelle du régime féodal. Oui, on signale que Jean-Clément Martin vient d'écrire un livre sur la Grande Peur pour revisiter le classique de Georges Lefebvre. Moi, j'ai pas eu le temps de le lire, je ne sais pas si c'est votre cas, mais je pense que ce sera tout à fait intéressant à regarder. Tout à fait. Peut-être pour terminer sur ce programme d'histoire moderne, on a dit qu'il y aurait une bibliographie qui accompagnerait cette émission. Il y a un certain nombre de grands classiques. Ça fera sans doute jamais de mal à des gens qui découvrent l'histoire rurale de lire du Pierre Goubert, par exemple, de lire du Emmanuel Leroy-Ladurie. Alors, je rappelle, ces deux noms, c'est les grands piliers de l'histoire rurale. Qui, d'une part, ont une qualité d'écriture exceptionnelle et d'un autre côté, un pouvoir de suggestion très, très important. Il faut bien voir que l'histoire rurale, ce n'est pas une histoire vue de la stratosphère, avec un jargon académique, mais c'est une histoire qui doit parler au plus grand nombre, puisqu'elle part du plus grand nombre, et elle doit se faire l'écho de leurs préoccupations. Et donc les deux auteurs que l'on vient de citer, effectivement, sont fondamentaux. En plus, leurs ouvrages sont parus en livre de poche, et donc sont directement accessibles, et ils sont indispensables.
Alors autant pour la période contemporaine, on va en parler dans un instant, il y a beaucoup de sources, notamment de récits de vie paysans pour le 19e, le 20e siècle accessibles. C'est un petit peu moins vrai pour le 17e, le 18e. Il y a quand même un certain nombre de textes peut-être qu'on peut lire. Il y a La vie de mon père de Rétif de la Bretonne, il y a Les voyages en France d'Arthur Young peut-être. À quoi vous penseriez pour dire, voilà, pour lire une source qui permettrait de se plonger dans cet univers? Je pensais à Valentin Jameray-Duval, par exemple, les mémoires de ce petit paysan analphabète qui ne parlait que le patois bourguignon à l'époque de Louis XIV et qui est devenu à la fin de sa vie bibliothécaire de l'empereur Habsbourg à Vienne, donc une inversion sociale exceptionnelle qui nous raconte vraiment le destin de la vie de ce petit paysan, donc son destin à la fin du règne de Louis XIV et pendant le règne de Louis XV, en Bourgogne, en Lorraine, en Champagne. C'est capital. Pour moi, c'est une source vraiment importante pour le XVIIIe siècle. Alors, il y en a d'autres que j'ai citées, notamment dans la mémoire des paysans, et même j'en ai non seulement cité, mais j'en ai donné de larges extraits qui peuvent donner lieu à des textes et surtout à des arguments importants pour construire des dissertations ou des raisonnements. Voilà, on renvoie à la bibliographie. Alors, il y a un tuilage immédiat avec la deuxième question mise au programme récemment, qui est la question d'histoire contemporaine, vivre à la campagne en France de 1815 à 1970. Alors, c'est à la fois proche et différent. Évidemment, ça reste de l'histoire sociale des campagnes, mais avec une approche malgré tout assez différente si on lit la lettre de cadrage. Il est question d'une histoire totale qui inclut non seulement le travail rural, mais aussi la sexualité, l'environnement, le paysage, l'alphabétisation, les modes de vie. Donc là, on reste dans le monde rural, mais à l'époque de sa grande transformation et quasi, non pas disparition, mais en tout cas son effacement contemporain, avec la mutation démographique profonde des campagnes. Donc c'est une question complémentaire, mais très différente. Il y a deux choses différentes. La première, qui est de considérer qu'on est à l'apogée des campagnes françaises. Attention à la désertification ou à l'exode rural, qui ne commence que timidement dans la seconde moitié du XIXe siècle et qui, véritablement, est le grand problème du XXe siècle. Oui, on rappelle, c'est 1931, la date de l'inversion dans les recensements, voilà. Plus d'urbains que de ruraux, uniquement à partir de 1931. Mais on a toute une longue période de 1815 à 1914, et surtout de 1815 à 1880, où le monde rural est quand même très majoritaire. Et c'est pour cela d'ailleurs que la Troisième République va choyer les paysans pour en faire en quelque sorte ses défenseurs. Donc attention à ne pas se tromper, ce n'est pas en 1634, au début du programme de Moderne, mais c'est au milieu de l'époque contemporaine que le monde des campagnes fait son plein. Et deuxième erreur qu'on met très souvent, bien entendu, l'artisanat, l'industrie, les services inondent les campagnes, mais ils ne représentent que 10, 15, 18% de la population, et surtout, ils refluent à partir de la fin du 19e et du 20e siècle, si bien que on arrive à un paradoxe, c'est que en 1931, effectivement, la population rurale est égale encore à la population urbaine, mais elle est beaucoup plus agricole qu'elle ne l'était en 1789. Faut pas l'oublier. Enfin, en ce qui concerne la perspective du programme, je dirais la perspective du programme, c'est résolument les villageois vus d'en bas dans leur quotidien, vivants et mourants. C'est-à-dire, ce n'est pas une perspective d'histoire institutionnelle, d'histoire politique, même d'histoire économique ou technique, encore moins d'histoire environnementale. L'histoire de l'environnement, l'histoire environnementale qui a connu quand même des transformations pour le XVIIe, XVIIIe comme le XIXe siècle, apparaît un peu quand même dans les coulisses. L'essentiel, c'est la vie quotidienne. C'est vraiment les gens de la terre, justement, gens de la terre considérés majoritairement comme des paysans, mais également avec beaucoup d'artisans, de commerçants liés au monde rural, et puis ces services et ces nouvelles professions. Je pense aux maîtres d'école, aux instituteurs notamment, on pourrait penser secondairement aux vétérinaires également, et puis aux agents des postes et à d'autres fonctionnaires, notamment au XXe siècle, qui jouent un rôle important. Alors c'est un monde rural qui fait le plein au XIXe siècle, mais qui est loin d'être immobile, qui connaît de grandes dynamiques de transformation et de modernisation, et c'est un des thèmes clés sans doute du programme, alors avec toutes les réserves qu'on peut avoir pour les grandes lectures englobantes de la modernisation, mais il y a malgré tout un certain nombre de réalités, la diffusion de la langue française qui uniformise la façon de parler, l'arrivée du train qui décloisonne les marchés, et beaucoup d'autres, donc c'est une des clés de lecture de la période sur le long terme. Alors il y a deux choses différentes. Il y a une accélération des transformations.
le monde rural n'a jamais été immobile, y compris au XVIIe siècle, y compris à l'époque de Louis XIII, encore plus à l'époque de Louis XV. On assiste à des transformations importantes, même si on ne peut pas parler de révolution agricole générale. Simplement, il est indéniable que, à partir de 1840, 1850, il y a une accélération de ces transformations techniques et économiques qui changent vraiment le monde agricole. Et puis, il y a aussi un autre élément, cette mosaïque de pays, je dirais peut-être 30-40 provinces et puis 200 à 300 pays qui constituent la France au XVIIIe siècle, au XVIIe et XVIIIe siècle, peu à peu s'unifie, pas entièrement, hein, mais elle s'unifie peu à peu grâce au service militaire, grâce à la monnaie, bien entendu, grâce à l'État, grâce à l'enseignement, grâce à la guerre de 14, cela va de soi, et à l'évolution économique générale en faveur de la ville, et des modes urbaines, évidemment, qui rejaillissent complètement sur les campagnes. Donc on a une réduction des singularités provinciales dans la seconde moitié du 19e et surtout au 20e siècle, qui est patente. Hein. Il faut quand même bien l'avoir à l'esprit. Oui, c'est notamment le livre d'Eugène Weber qui a été très discuté, qui est réducteur par certains côtés, mais qui est malgré tout très suggestif, qui est traduit en français sous le titre « La fin des terroirs », mais le titre originel était beaucoup plus parlant. C'était « Peasants into Frenchmen », hein, le passage des paysans à des citoyens d'un cadre national, qui est très intéressant de ce point de vue-là. Tout à fait. C'est pour ça que je l'ai mis dans la bibliographie avec Théodore Zeldin également, pour avoir dans la bibliographie, cette première approche, hein, destinée uniquement à défricher les questions au mois de juin, juillet et août, hein, bien entendu. Hein. Oui, ça me paraît très, très important. Hein. Mais en contrepartie, des historiens ont montré quand même que le retard, en quelque sorte, local et régional était beaucoup plus ciblé que Eugène Weber voulait bien le dire. Donc il faut quand même bien localiser et sectoriser les choses. Et un historien du contemporain, comme Éric Allary, qui a fait une histoire des paysans français, mais depuis la Belle Époque, donc là c'est la seconde partie de la contemporaine, depuis 1880-90, hein, jusque vers 1980, et donc c'est tout à fait la période qui nous intéresse, le montre bien. Vous avez employé il y a quelques instants un terme qui ne figure pas dans l'aide de cadrage, à mon avis c'est significatif, c'est le terme d'exode rural, parce que ce terme lui-même, il a été repensé, on a montré que c'était une dramatisation en fait, d'une situation qui était plus complexe, que effectivement les campagnes, y compris du point de vue des mobilités, n'avaient jamais été immobiles et elles ne se vident pas d'un coup comme une passoire fin 19e, début 20e. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue-là ? Si vous voulez, d'abord, la question d'exode. Il y a eu plusieurs exodes ruraux dans l'histoire. Au début de notre période, en moderne, je reviens en moderne, en 1635-36, on a un exode rural. Des populations de Picardie notamment, ou d'Artois, qui sont envahies par les Espagnols et l'armée impériale, et qui refluent sur Paris et au-delà. Bon, mais cet exode ne dure qu'un an ou deux, hein, et il n'est que passager. En revanche, ce qui est quand même important, c'est ce processus qui est quand même irréversible à partir de 1840, mais surtout à partir de 1870-80. C'est là vraiment qu'on l'observe, de départ vers la ville dans des populations rurales qui considèrent que l'avenir n'est plus dans le pays. L'avenir n'est plus nécessairement sur place, l'avenir est dans les villes et notamment dans les nouveaux métiers qui existent. Je prends un exemple. Dans le Cantal, on est donc en plein centre de la France. Il y a un instituteur qui s'appelle Pierre Besson, qui raconte dans un très beau livre, Un pâtre du Cantal, ça fait partie de ces quelques sources que je cite dans la bibliographie, comment ses parents, sa mère en particulier, l'a poussé à sortir du monde agricole, où il n'aurait été que berger, ou que ouvrier agricole, ou petit paysan très pauvre, pour aller dans les villes, s'instruire et trouver de nouvelles fonctions et un nouvel avenir, que ce soit dans l'administration, ou bien, comme ça a été son cas, dans l'enseignement. Lisons ces pages très belles de Pierre Besson, qui concernent les années 1880-1890, et on voit vraiment un renversement. Or, ce type de renversement n'existait pas avant.
sauf chez les élites rurales ou les grands marchands qui cousinaient avec des gens des villes. La majorité des populations rurales restaient à la campagne, mais elles bougeaient. Mais elles bougeaient d'une manière très très inégale, avec de la micromobilité autour de 30 ou 40 villages. C'était le cas le plus fréquent. Et il y avait des mouvements migratoires, mais saisonniers. On pense notamment aux maçons de la Creuse. Et là, je renvoie à Annie Moulin, parce qu'Annie Moulin a fait un très beau livre, toujours utile, sur l'histoire des paysans français, de la Révolution à nos jours, en 1988, qui peut être également cité. Mais au-delà de ces maçons de la Creuse, il y avait les Sieurs-de-Long, notamment, du Livradois et du Massif central, qui faisaient 300 à 500 kilomètres pour s'installer pendant plusieurs mois dans les chantiers de travail, du bois, de la Normandie ou bien du bassin parisien. Et si on lit Toinou, notamment, c'est un autre témoignage qui me paraît vraiment très très important, d'Antoine Silver, le cri d'un paysan auvergnat. C'est la région d'Ambert, cette fois. On voit également la dureté qui était celle de la condition de ceux qui restaient encore à la campagne dans les années 1880-1890. Oui, un livre notamment très dur sur l'institution scolaire et sur ce que pouvaient vivre les enfants. Je me souviens de l'avoir lu, un enfant qui donne un coup de sabot à une religieuse ou un religieux qui le martyrisait littéralement en classe et qui a évidemment été durement puni par ça, mais c'est une lecture très très forte. Alors, il y a ce changement de nature démographique, il y a aussi, au cours de la période, un changement très profond et lent, mais malgré tout très profond, du cadre matériel. C'est l'arrivée de l'électricité, de l'eau courante, c'est l'arrivée des routes goudronnées, c'est l'arrivée du tracteur, puis l'arrivée de la radio, de la télévision. Autrement dit, ce cadre matériel n'est plus tout à fait celui qui était encore hérité de l'Ancien Régime dans les années 1840-1850. Il y avait finalement dans beaucoup d'endroits pas tellement de différence. Alors là aussi, il faut être nuancé, mais il y avait en tout cas moins de différence entre 1840 et 1740 qu'entre 1840 et 1940 dans beaucoup d'endroits. Incontestablement, même si les grands changements vont intervenir après 1940. Vous parlez de l'électricité. Il faut bien voir que l'électricité n'est pas majoritaire dans les campagnes en 1940. C'est juste après. L'électrification se développe juste après, même si on la connaît depuis le début du XXe siècle, bien entendu. Les routes goudronnées, bien entendu, les tracteurs, surtout. Tout ça, c'est 1950, 1960 ou 70. C'est ce qu'on appelait les 30 Glorieuses. C'est leur diffusion, parce qu'il y a malgré tout des premiers tracteurs qui arrivent, oui, avec les premières commandes des sociétés d'agriculture pendant la Grande Guerre. Ici et là, on en voit arriver. Voilà. Et même avant 1912, à la ferme de Champagne, à 20 km au sud de Paris, j'ai interviewé un mécanicien, Henri Félix, qui avait fait des premiers essais de tracteurs agricoles devant le président de la République. On est en 1912. Mais je pense qu'il ne faut quand même pas majorer les choses. Quand on a des superbes photos des moissons du Soissonnais dans les années 30, on a encore des chevaux quand même. J'ai interviewé également des fermiers de l'Oise qui commençaient à travailler en 1936 et qui me montraient qu'ils avaient encore des attelages de chevaux et le premier tracteur arrivait. Mais ce sont des précurseurs. Il faut attendre quand même les années 1960 pour voir vraiment cette grande révolution rurale basculer l'économie en général et créer finalement dans les campagnes un milieu d'agriculteurs professionnels qui est chargé, après avoir nourri la France, de nourrir le monde et d'avoir d'autres horizons. Alors, il me semble, en discutant, qu'il y a quand même 3 périodes qui se dessinent assez clairement pour ce programme. Alors, c'est toujours, on aime bien toujours en histoire trouver 3 périodes pour faire des plans, qui auraient une première séquence jusqu'aux années 1880-1890 environ, puis ces mouvements de transformation qui s'accélèrent, et puis l'après-deuxième guerre mondiale, qui voit véritablement une deuxième séquence 1880-1945-50, et puis la toute fin du programme, où on est dans un autre monde que le monde paysan du début. Exactement. Je nuancerai un tout petit peu. La troisième période, elle commence pas en 1945, elle commence en 1950, à part quelques années 48-49 où les choses commencent quand même à évoluer, mais 1950. Donc 1950-1980, on a 30 années de basculement, où effectivement les repères changent, l'identité rurale se transforme, et les campagnes deviennent finalement une réserve d'agriculteurs professionnels qui sont liés aux conditions internationales et à l'Europe.
Alors avec malgré tout, au cœur de la deuxième séquence, si on dit en gros 1880-1950 dont nous parlons, un événement capital qui est la Grande Guerre, qui a joué un rôle considérable pour énormément de gens qui ont été transportés hors de leur village, c'était déjà le cas pour beaucoup, mais sans doute pas à ce point-là, et qui ont découvert des modes de consommation différents, qui le vin ou le cidre, qui la boîte de conserve, qui le tabac, etc., qui ont découvert d'autres gens, d'autres horizons, d'autres métiers parfois, qui ont suivi des formations dans l'armée techniques qui parfois vont les éloigner de la campagne. Il semble qu'il y a une césure qui n'est pas complète, mais que malgré tout, en plus avec une immense saignée démographique dans les campagnes, il y a là un événement capital au cœur de la période. Elle est générale. Et elle a été diffusée très largement parce que ces poilus sont évidemment beaucoup plus alphabétisés que l'étaient les conscrits napoléoniens. Et d'autre part, ces poilus disposent de la carte postale depuis déjà une dizaine d'années. Et donc, ils ont des échanges avec l'arrière, avec leurs femmes, avec leurs familles. On a effectivement là une osmose assez générale où les spécificités rurales trouvent à s'effacer ou à s'estomper à travers un mode plus général. Mais ce n'est pas une nouveauté. Je pousserais beaucoup les étudiants à relire notamment les mémoires d'un paysan bas-breton de Jean-Marie Desguignet, qui montre, lui, sous le Second Empire, quand il a été à l'armée de Napoléon III, cette fois à la campagne de Sébastopol, comment il s'est ouvert au monde. Il s'est ouvert aux techniques, à la culture, et comment, revenant donc près de Quimper, donc chez lui, il essaye de moderniser très difficilement, effectivement, son exploitation. Donc, un Jean-Marie Desguignet a été quand même, en quelque sorte, un modèle qui correspondait à des milliers de paysans partis au front. Mais pendant la guerre de 14, c'est des millions. Et donc là, l'échelle a complètement changé. Alors, il y a un passage de la de cadrage que je trouve intéressant parce qu'il dit bien quand même l'orientation intellectuelle de la question. Il s'agira d'entrer dans l'intimité des foyers pour saisir les émotions, les sentiments, les croyances, les joies et les peurs ou les violences. Et donc, c'est des choses qui ne sont pas toujours simples à objectiver pour l'historien ou l'historienne, mais malgré tout, qui ont fait l'objet de beaucoup de travaux dans la période récente. On peut penser évidemment à Alain Corbin, le village des cannibales, pour la question des violences, mais plus largement, il y a toute une historiographie qui s'intéresse aux émotions, aux façons de vivre, aux façons de sentir et de penser, comme écrivait Marc Bloch. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller dans cet ordre-là ? Je suis un peu gêné parce que j'en ai fait une synthèse dans la mémoire des gens de la Terre, justement, de 1789 à 1914. Et ça a été l'un des stimulus importants de mon travail que de faire ressortir ces émotions, ces sentiments, ces transformations, en quelque sorte, au ras du sol, à travers les liens entre la littérature également, et la paysannerie, à travers les liens entre les écrits paysans qui sont de plus en plus nombreux, à travers l'intérêt des autobiographies qui se développent à la fin du 19e et au 20e siècle, de gens qui sont nés en 1840, 1850 ou 1880, et bien là, j'ai voulu rassembler, un ensemble, un bouquet de sources, de témoignages directs qui illustrent justement cette question des émotions, des sentiments, de la vie intime également, dans les familles et dans les villages. C'est effectivement le point fort du programme de contemporaine, nettement mis en valeur dans la lettre de cadrage. Et du coup, pour lequel on ne peut que conseiller d'aller lire des sources de la littérature. Il y a énormément, là pour le coup, pour le 19e, 20e, de choses. Alors, c'est dans la biblio, on ne va pas énumérer l'ensemble, mais il y a quand même là des ressources considérables pour entrer justement à travers des textes littéraires ou des autobiographies, des témoignages, dans cette intimité paysanne. Oui, alors c'est capital, mais je dirais dans un premier temps, il faut quand même profiter de ce dont on dispose. J'ai parlé de Pierre Besson, le pâtre du Cantal, mais Émilie Carle, on n'a pas beaucoup de témoignages féminins, mais on en a. Il y a Mémé Santerre et Émilie Carle, une soupe aux herbes sauvages sur les Alpes du Sud, c'est quand même capital. Grenadou, quand même, paysan français sur la Beauce. Et puis, je ne pourrais pas ne pas oublier Émile Guillaumin, quand même. Émile Guillaumin, qui, dans La vie d'un simple, mais également dans un recueil de témoignages qui s'appelle Paysans par eux-mêmes, vraiment magnifie ces transformations et cette condition des paysans du centre de la France, et non bourbonnais, à la fin du 19e au 20e siècle. Un dernier mot pour ne pas oublier que l'époque moderne a également ses sources, et je voudrais rappeler ici une très belle source qu'Anne Fillon avait
évoquée dans ses 3 bagues au doigt sur ses amours villageoises au XVIIIe siècle, cette source qui correspond au souvenir d'un villageois du Maine, Louis Simon, qui a été édité par ses élèves, notamment Sylvie Granger et Benoît Hubert en 2016. Très très beau document qui va jusqu'au début du XIXe siècle. Donc on a des recueils de témoignages, quelques-uns, pour le XVIIIe siècle, évidemment beaucoup plus pour le XIXe siècle, s'ajoute de la littérature. Et je pense que là, il faut se faire plaisir. Jean-Pierre Rioux, dans Nos villages au cœur de l'histoire des Français, a joué en quelque sorte ce rôle de passeur entre histoire et littérature, mais on dispose pour le XIXe siècle, évidemment, au-delà d'Honoré de Balzac et de ses paysans, de René Bazin, La Terre qui meurt, d'Ernest Pérochon, Les Creux de Maison, de Georges Sand, évidemment, avec Les Maîtres sonneurs, autant que La Mare au diable, ou François Le Champy, sans oublier, évidemment, Émile Zola et sa terre. Bon, pour ne citer que quelques titres phares, mais qui donnent envie d'aller au-delà et qui donnent matière, évidemment, à réfléchir et à argumenter. Jean-Marc Morisseau, vous n'êtes pas au jury d'agrégation. Si vous aviez dû donner un sujet de disserte aux débeautés, qu'est-ce qu'on pourrait donner? Alors, je ne sais pas, pour la période moderne, on aurait pu dire contester les pouvoirs, ou s'opposer au pouvoir dans les campagnes. Pour la contemporaine, quelque chose sur le cadre, justement, sur la vie, vivre au village. Mais à la limite, c'est trop large encore. Mais peut-être que j'aurais donné quelque chose sur le pouvoir au village, du nord au sud. Sur toutes les régions. Ça suffit déjà comme thématique sur toute cette période, puisque c'est vraiment le cœur du sujet, vu d'en bas. Pour l'époque contemporaine, là, les sujets pourraient être évidemment beaucoup, très très variés. Être paysan, donc avec le terme et puis toute son évolution, de 1815 à 1980. Merci beaucoup Jean-Marc Morisseau. On rappelle que la bibliographie sera en ligne sur le site Parole d'Histoire. Merci d'avoir écouté l'émission. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques. Rendez-vous également une semaine sur 2 le vendredi avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur pour le podcast d'histoire de la guerre et des conflits armés, Le fil de l'épée. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast, notamment sur iTunes ou Spotify. Et à bientôt pour un nouvel épisode.